Le Québec d'abord, avec vos animateurs Antoine Mouchipaquet et Jean-Jacques Mantel. Bonsoir à tous, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 7 mars 2018. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Québec d'abord sur les ondes de radio-infocité.com en compagnie bien sûr de notre invité Jean-Jacques Nantel, notre collaborateur spécial, Monsieur Jean-Jacques Nantel. Bonjour Jean-Jacques. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Apparemment, on a une actualité assez chargée cette semaine. Tout à fait, ça va être des plus intéressants, donc cramponnez-vous chers auditeurs parce que ce soir vraiment, il y a des grosses nouvelles. Alors, Monsieur Nantel, avez-vous... qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Ah ben là, j'ai travaillé, là j'ai traduit... j'ai présenté d'abord ma 11e nouvelle, ma 11e vidéo sur la crise, puis je l'ai traduite. Oui. Alors, je viens de la mettre en ligne en traduction. Ok, je ne l'ai même pas vu moi-même, donc c'est ça. Excellent, je pense en a. Oui, je pense qu'elle est assez bonne, il y a des choses nouvelles là-dedans, puis en anglais, ben, c'est pour rejoindre le reste du monde, ça, je suis beaucoup moins connu ailleurs, mais il y a des gens qui il y a des gens qui me reprochent de continuer de travailler en français, parce qu'ils veulent que je continue en anglais. Puis ceux qui étaient habitués à me voir en français, ben, ils critiquent parce que j'ai été à l'anglais. Je fais les deux. Ben, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Oui, mais en passant, c'est précisément ce que je prêche. Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'il fallait imposer le français pesamment, lourdement au Québec, parce que celui qui impose sa langue, c'est lui le patron, c'est lui qui fait les gros salaires de 120 000. Puis il fallait parler un très bon anglais pour aller dans le monde international, pour contacter les gens, parce que même si le français est parlé dans 29 pays, c'est une langue officielle dans 29 pays, c'est pas tout à fait vrai en passant. Non, il y a beaucoup de pays d'Afrique que c'est plus ou moins officiel. Ben, c'est des langues, c'est la langue de communication. Mais si vous allez dans beaucoup de pays d'Afrique, la langue, l'enfant, il apprend sa langue maternelle, puis ensuite il apprend le français comme langue de communication entre les différentes tribus. Mais à long terme, ça risque de virer au français parce que quand il y a des mariages mixtes entre deux tribus, ben ils parlent en français. C'est la même chose pour l'anglais aux Indes, au Nigeria, dans les différents pays colonisés. Alors, mais c'est pour ça que je fais mes vidéos dans les deux langues. Au Québec, en français, pour mon peuple, servir nos gens en premier, ma langue. Puis ensuite, je les traduis en anglais. Puis bon, ben j'ai conscience que c'est meilleur en français qu'en anglais parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Même si je la parle relativement bien. Alors, je fais des petites fautes en anglais. Mais l'idée, c'est que ça soit... ça soit accessible de toute façon. Accessible mondialement. Est-ce que, là, vous regardez, est-ce que c'est visionné un petit peu? C'est très difficile de savoir. Il y a un anglophone qui m'a écrit, il m'a dit c'est dommage que vous soyez retourné en français pour la 11e vidéo. J'ai répondu, je ne suis pas retourné en français, je reste en français. Je fais simplement traduire. Mais il m'a dit que la vidéo a été mise sur un de ces... Parce que moi, j'ai de l'ordre de 400-500 en anglais qui regardent la vidéo. Mais je savais que ça avait une influence parce que... dès que j'ai commencé à traduire mes vidéos, le nombre de minutes d'écoute par mois est passé d'à peu près 70 000 à 120 000. C'est excellent. C'est l'effet, mais pourtant, il y a seulement 400-500 personnes qui le regardent. Alors, ce que je soupçonne, c'est qu'il y a des anglophones qui tombent là-dessus, puis là, ils s'intéressent à ce que je fais, ils regardent les vidéos anglais, puis ensuite, ils parlent assez français, ils virent au français, puis là, ils se mettent à fouiller dans tout ça. Alors... le résultat, c'est que lui, il m'a dit qu'il a mis ça sur pas où, là, quelque part sur Internet, puis il y aurait eu 2500 pour ma vidéo numéro 10. Puis moi, j'en ai eu 450. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe, là, puis ça, c'est même si j'ai écrit que c'était pas dans le domaine public, ça me dérange pas vraiment, mais l'idée, c'est que ça soit connu. Mais il y a une de mes vidéos, la numéro 8, en français, a été chercher plus que 60 000 visionnements par mois. C'est très bon. Pour moi, puis ça a été répété dans une dizaine d'autres sites. Puis ils ont tous ça, là, 400, 500, il y en a qui a 1000. Fait que, autrement dit, là, ça a très bien marché. Celle sur les banques.
Parce que là, je dis aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Okay. C'est parce qu'ils se préparent à voler le monde. Ouais, bien sûr. Il y a une crise qui s'en vient, des dettes énormes. Ils sont encore dans les produits dérivés, ce qui les a coulés en 2008. Puis ça va recommencer parce qu'ils n'ont pas été punis. Personne n'est en prison. En effet. Alors, ils se sont... Là, le gouvernement n'a plus d'argent. Ils ont fait un bail-out en 2008 pour sauver les banques, les multinationales en faillite. Puis là, le gouvernement n'a plus d'argent parce qu'ils font tous des déficits. Alors là, ils se sont arrangés pour faire ce qui va s'appeler cette fois-là bail-in. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le droit de saisir les comptes de banque. Et le gouvernement essaie de dire non, 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 mais si ça avait été non, 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 il l'aurait écrit clairement dans le projet de loi, mais ça n'a pas été fait, ça. Alors, quand ça va se produire, les autres, ils espèrent que ça ne se produira pas. Quand ça va se produire, ils vont le faire. Puis ils vont dire, ah ben oui, mais c'est parce que ça va mal, c'est pas de notre faute. Bon. Alors, ça a été fait à Chypre. À Chypre, ils l'ont fait, ils ont saisi les comptes de banque de plus que 100 000 quelque chose, 100 000 euros, je crois. Mais ils l'ont fait quand même. 100 000 et plus, oui. 100 000 et plus. Mais en passant, ça c'est juste parce que ça va pas encore assez mal. Si ça va vraiment mal, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent, puis ils vont donner des documents aux gens en disant... parce que ce que les gens ne savent pas, on pourrait en parler à un moment donné, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous mettez de l'argent dans un compte de banque, légalement, vous passez l'argent à la banque. Vous devenez un créditeur. Vous devenez comme un fournisseur. Ouais. Alors, la banque qui est en faillite, elle a le droit de fouiller dans l'argent de ses créditeurs. C'est-à-dire, elle vous doit de l'argent, elle doit de l'argent à celui qui donne de l'électricité, Hydro-Québec, elle doit de l'argent à celui qui donne du papier. Ben, il ne paye pas personne, c'est une faillite. Bon. Ouais. Alors, pour protéger de ça, le gouvernement fédéral, comme dans tous les pays, ont mis un fonds de réserve pour protéger les gens quand il y a une banque. Ça s'appelle au Canada, là, j'ai plus le nom, là, mais puis ça protège tous les gens jusqu'à 100 000 $. Ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est qu'il y a seulement ils ont des actifs d'à peu près 3,6 milliards pour protéger 696 milliards de dollars de dépôts. Alors, c'est une farce. Ça sert seulement quand c'est... assurantiel tiré au maximum. Ben, c'est parce que d'habitude, il n'y a pas de faillite de banque. Fait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Quand ça se produit, ils peuvent payer les quelques personnes qui ont des problèmes. Mais s'il y a une faillite majeure du système financier, ben, c'est pas 3-4 milliards qui vont payer 696 milliards. Fait que tout le monde va se faire avoir. En effet. En tout cas, mais... voilà. OK, donc, on invite bien sûr tous les auditeurs à aller voir sur YouTube vos vidéos. Je le ferai moi-même d'ailleurs pour voir la 11e sur la crise. Est-ce que vous savez combien il y en aura en tout? Est-ce que c'était la dernière? Non, j'ai encore... écoutez, j'en ai des fiches, là. Oui, OK, parfait. Ce qui se passe, c'est que j'ai des idées... des fois, ça sort le matin, là, je peux avoir 30 ou 40 fiches. Évidemment, c'est pas tout bon. Il faut savoir... Faire le tri ensuite. Comme disait Boileau, ajouter quelquefois et souvent effacer. Il dit ça dans l'art poétique. Ouais. Alors, on ramasse les idées, on les met en ordre. Ramasser les idées, c'est ça qui est le plus long, mais moi, ça fait longtemps que je fais ça. Puis ensuite, c'est les mettre en ordre. Puis ensuite, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Alors... puis de percutant autant que possible. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà calculé combien d'heures vous mettiez à vos vidéos? Pour faire une vidéo, qu'elle soit bonne, ça prend à peu près un mois. Okay. 3 semaines, un mois. Pas parce que c'est si difficile à faire. Tourner la vidéo, ça prend une journée et demie. Je l'ai faite hier, pour la 11e. Bon, il y a un petit problème technique, là, mais ça, je vais régler ça la prochaine fois. Au niveau du son, toujours le son. Mais la vidéo est bonne, en anglais et en français. En français, c'est correct, le son était correct. Alors, ce qui est long, c'est de faire quelque chose de bon. Ouais. Alors, des fois, on met tout son tracé. Même chose quand on fait un livre. Hein. Il y a des gens qui se mettent à écrire un livre, ils se mettent tout de suite à écrire. Comme si tout ce qu'ils écrivaient, il y a des contradictions. Ce qu'il faut faire, les gens qui... En fait, il y en a beaucoup qui travaillent comme moi, puis c'est très ancien. Hein. Ça fonctionne par fiche. Mettez une idée par fiche, puis après, vous les mettez en ordre. Puis là, vous vous débarrassez de ce qu'il y a de trop. Il ne faut pas que ça soit trop long. Puis le résultat, c'est que le problème, c'est de trouver les idées et de les mettre en ordre. Alors, quand on rentre dans un domaine, là, on commence à fouiller sur Internet, vérifier qu'on a raison. Des fois, on a un souvenir qui est complètement faux, un souvenir de lecture qui est faux. Alors là, il faut mettre ça en ordre. Puis quand c'est en ordre, ben là, on lit ça, puis là, on essaye de l'écrire, puis on se rend compte que ça colle pas. Ça va pas. Des fois, on a fini au bout de 2 semaines, c'est pas bon. C'est pas bon. Fait que là, on dit, ben, ça n'a pas marché. Fait que là, je vais marcher dehors, je lis un livre, j'essaie de trouver quelque chose sur Internet. Puis quand c'est bon, c'est ça. Ouais. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui faisait des monologues, le français, là, De Vos.
il disait qu'il travaillait énormément pour préparer son monologue. Mhm. Puis il dit, quand mon monologue est terminé, c'est fini, il ne touche plus jamais, parce que c'est ça. C'est le sentiment qu'on a, c'est ça, c'est l'objet. Vous le savez quand On peut le modifier un quand peu. l'œuvre est assez complète, quoi. C'est ça, quand c'est bon. Ouais, je Puis comprends. quand c'est vraiment excellent. Moi, j'ai écrit, puis là, je le dis, là, je dis vraiment ce que je pense. Là. J'ai écrit 7 ou 8 nouvelles qui sont vraiment bonnes. C'est vraiment bon. Mais c'est pas assez. On peut pas publier un livre avec Pour un 70 recueil. pages. Ouais. Alors, puis moi, là, ça me prendrait une centaine de pages pour... Puis je veux pas mettre comme... Enfin, même Baudelaire l'a fait, là, quand il a écrit Spleen de Paris, il bourrait. Il bourrait... Je comprends. il bourrait, c'est avec des... C'est du remplissage. Du remplissage pour faire son sur les 120 pages. pages, parce que son... Alors, le gars, il est obligé de se forcer, puis on se rend compte. C'est bon, il y a des... c'est le Spleen de Paris, puis l'autre, c'est quoi? Donc, en tout cas, j'ai un livre là-dessus. Non, Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal aussi, il y a des poèmes qui sont moins bons, mais il y en a qui sont excellents, là. Des bijoux, en tout cas, il y a plusieurs qui sont vraiment très bonnes. Le début, notamment, le premier poème est vraiment très bon. En tout cas, il a trouvé des bonnes idées, puis là, il fallait qu'il vive, hein. Il était pauvre. Fait que, il fallait qu'il fasse du remplissage. Puis là, il veut pas passer de la cochonnerie, mais c'est de moindre qualité. On le sent très bien. Ouais. Alors que quand c'est vraiment bon, là, pensons au Sonnet d'Orvers, qui est une merveille. Là. Tout est bien fait, c'est parfait. C'est un poème qui est parfait. Tout a du sens, tout est bien fait, les rimes sont belles, c'est beaucoup d'émotions. Bon, ça arrive une fois dans la vie. Pour quelque chose qui est très québécois, le Fuck en Alaska. Oui. De Beau Dommage. Mm-hmm. Bon, il y avait le même problème, eux autres. Ils ont fait 2-3 bonnes tonnes, ce jour de même, un album. Ouais. Il y a 2-3 vraies bonnes tonnes, puis après, là, ils passent, c'est moins bon, là. C'est des choses plus... La deuxième ligne ou la troisième ligne. C'est ça, puis là, ils sont obligés de travailler fort parce qu'il leur en manque une, donc ils sont obligés de travailler. Mais le résultat, c'est que, puis on le sait tout de suite, quand on écoute, là. Ouais. Quand j'ai entendu le Fuck en Alaska, je me souviens où j'étais. J'étais au cégep de Maisonneuve, dans le local d'électronique. Puis j'ai dit, hey, c'est bon ça, ça vient d'où? En partant, bing, première écoute. Accrocheur. C'était accrocheur, c'était bon. Ouais. Puis après, on veut le réécouter. Après, ils ont mis Ginette. Après, ils ont trouvé des trucs. Puis ils ont fait du remplissage. Puis ça, les artistes, il faut qu'ils vivent. Hein. Ah oui, bien, le bien pire, c'est que ce qu'il y a de pire, c'est que vous travaillez 20-30 ans pour faire une œuvre, un livre. Puis là, c'est ce que vous faites de mieux, la première œuvre. Puis là, votre éditeur vous dit, ouais, mais ça m'en prend un autre dans 2 ans, ou dans 1 an. Fait que là, c'est avec le deuxième qu'on fait de l'argent. Tout à fait. Alors, son premier, souvent, ils se le sont volés. Ils se le font voler par les éditeurs ou par les libraires. Puis le deuxième, c'est essentiellement du remplissage, à moins que le gars soit vraiment très bon. Mais c'est très rare que le deuxième soit de la qualité du premier, parce que le premier, c'est toute l'expérience de vie. Oui, tout à fait. Très intéressant. Tranche de vie, quoi. Bon, donc, des ambitions littéraires pour vous? Ambition littéraire, là, je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est ça, je veux pas mettre de la cochonnerie collée sur du vraiment bon. Là. Quand c'est vraiment bon. Là. À chaque fois que j'ai publié une de ces nouvelles-là, c'est toutes des petites nouvelles. Hein. Moi, je fais ça très court, 2-3 pages, des fois 4. Mais il faut que ça soit une émotion. Je comprends. Baudelaire appelait ça des petits poèmes en prose. Alors, il faisait un poème en prose, c'est de la prose, mais c'est très court. Alors, fait que là, 2-3 pages, ça donne une bonne émotion. Puis je n'ai écrit une, là, il y a 2 ans, là, c'est une de mes meilleures, là, c'est ce que j'ai vécu, puis j'ai fait un amalgame, évidemment, une composition. Puis c'est vraiment bon. C'est quelque chose qu'à chaque fois que je le lis, là, moi, en tout cas, ça me touche beaucoup, puis c'est vraiment excellent. Puis à chaque fois que j'ai publié une de ces nouvelles-là, les gens me disaient, hey, c'est bon, ça devrait être publié. Oui, ça devrait être publié, mais j'ai pas assez. Fait que on va vous laisser encore un peu de temps. J'ai eu l'idée de me mettre avec un de mes frères qui a fait une couple de bons poèmes, de bons trucs. Oui. En tout cas, l'idée, c'est de remplir un livre, c'est juste ça. Non, je comprends. Mais il n'y a pas d'ambition littéraire. Quand on écrit, c'est pas pour devenir riche. Ouais. C'est parce qu'on a besoin, c'est quelque chose qu'il faut qu'il sorte. Effectivement. On appelle ça exprimer. Ouais. Ce qui veut dire littéralement presser pour que ça sorte. Alors... Eh bien, vous m'avez tendu la perche qu'il me fallait, M. Nantel, parce que une personne qui s'est exprimée cette semaine, c'est Vladimir Poutine,
Et nous tombons dans le bloc actualité dès maintenant. Encore. C'est cela. Donc, bien sûr, je vous ai appelé il y a quelques jours pour vous parler de ça. Moi, j'ai été assez choqué. Je crois le lendemain, directement, je vois ça. Je me suis tapé la conférence au complet. C'est une conférence de 2 heures de Vladimir Poutine devant le Parlement russe, et qui fait un peu le point, disons, sur son dernier mandat. Dans une première partie. Et dans une seconde, il parle plutôt des systèmes d'armement. Il parle des technologies de dernier cri que les scientifiques russes ont mis au point, et ainsi de suite, pour, bien sûr, pour l'armée et pour la défense militaire, si on peut l'appeler comme ça. Donc, Vladimir Poutine a dit quelque chose d'assez fondamental, à mon avis, puis je voulais qu'on discute là-dessus. Il a lancé un message fort aux États-Unis dans un premier temps, à l'Occident peut-être de façon plus large, tout juste après avoir fait la description des différents types d'armes avec un support visuel, des images de synthèse et ainsi de suite. Bon, il a annoncé quelques armes intéressantes, entre autres des missiles qui volent à très basse altitude, avec une pile atomique à l'intérieur. Donc, sans réelle limite, bien, sur notre globe, là, sans limite de distance. Donc, il a fait la promotion de ça. Une arme orbitale. Donc, c'est plutôt... c'est comme une fusée avec beaucoup de force cinétique, dans le fond. C'est comme une espèce d'ogive, mais très massive, avec une tête explosive au bout. Ils ont ça aujourd'hui. Ils ont des armes, ils appellent ça avec un canon magnétique. C'est une arme d'impact. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosif. L'énergie vient de l'énergie cinétique qui frappe. On peut détruire un tank, on tue un homme facilement avec ça. Il suffit de penser à une masse qu'on donne sur la tête de quelqu'un, un coup de masse, le gars est mort. Alors c'est le même principe, c'est l'impact qui fait fondre le métal, qui fait un trou, qui fait fondre le métal, puis c'est souvent le métal en fusion, les morceaux de métal qui tuent à l'intérieur, avec tout le reste, mais je veux dire, c'est très dangereux. Tout à fait. Mais justement, il référait un peu à comme si une météorite s'abattait au sol. Il faut comprendre la question. Juste avant que vous y alliez, il faut quand même que je dise la phrase choc, la phrase finale. Oui. C'est Vladimir Poutine référait à... bien sûr, ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir en Russie, à part un bref intermède avec M. Medvedev. Mais bon, ils ont juste fait la chaise musicale, disons, entre premier ministre et président. Vladimir Poutine a référé à la main tendue qu'il a proposée aux États-Unis, à l'Occident, à un moment où la Russie était en difficulté sur bien des plans. Et Vladimir Poutine a noté le rejet assez net à l'époque, disons, du club de l'OTAN. Et bien sûr, l'OTAN, pendant ce temps-là, lui, s'étendait à l'Est. Et ce qui crée encore aujourd'hui toutes sortes de frictions, entre autres à l'Ukraine et en Géorgie aussi en 2008, un peu avant. Donc voilà, Vladimir Poutine a référé implicitement, à demi-mot, à ces événements, pour ensuite dire maintenant, référer bien sûr à tous les systèmes d'armement, si je peux dire, qu'ils avaient, et il clame une supériorité technologique sur certains aspects de son armement. C'est exact. Les ingénieurs russes sont vraiment très bons. Mais j'ai entendu que sur certains systèmes de missiles, il semblerait que les Russes soient en avance. Donc, il semblerait que ce soit vrai sur beaucoup d'aspects. Je doute pas qu'il ait bombé le torse, et il a dit justement, en boutade, écoutez-nous maintenant. Et voilà. Ça, il faut dire que c'est justement... Prenez compte de nous, nous sommes forts maintenant. Un peu arrogant là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on a toujours la politique de sa géographie. C'est pas par hasard que les États-Unis ont été le premier pays démocratique moderne. C'est parce que c'est un pays isolé par des océans. Ils n'ont pas vraiment d'ennemis, ni au nord ni au sud. À l'époque, c'était les Français, c'était les Anglais, là, mais quand ils étaient petits. Mais dès qu'ils ont mis les Anglais dehors des États-Unis, il n'y avait plus d'ennemis. Le Mexique, ils l'ont battu tant qu'ils ont voulu. Le Canada, il aurait pu prendre le Canada. Si les États-Unis étaient une dictature, le Canada et le Québec seraient intégrés aux États-Unis. Et ça va d'ailleurs arriver dans l'avenir.
Je ne sais pas quand. Là, ah oui, ok. Ah, c'est certain, mais c'est sur le temps long ou... Oui, ben, le temps long, on ne sait pas. S'il y a une bombe atomique qui a sauté sur New York il y a 5 secondes, cette dictature-là peut arriver d'ici 5-10 ans. Bon, c'est une question d'accélération de l'histoire. Mais géographiquement, le Québec, le Canada, ça fait partie des États-Unis, je l'ai déjà dit. Le Canada, c'est 5000 km de long, 300 km de large. C'est là où vit la population, collée sur la frontière américaine. Le Canada, c'est le fournisseur de matières premières des États-Unis. Et c'est intégré culturellement. Le Canada anglais est complètement intégré culturellement aux États-Unis, quoi qu'ils en disent. Alors, le résultat, c'est que... Les habitudes de consommation télévisuelle et Internet. J'ai déjà dit que tous les axes géographiques en Amérique du Nord sont nord-sud, sauf la vallée du Saint-Laurent, qui est extrêmement importante de ce point de vue-là. Et comme tout est nord-sud, ben, les réseaux sont en train de s'installer dans un sens nord-sud. Pensez à Énergie, aux pipelines Keystone XL. Il n'y a pas eu de problème à le construire. Il faisait juste s'opposer, mais il est en train d'être construit. Alors il y avait Obama, puis ça a été approuvé avec Trump. C'est ça. Et Obama était contre. Obama était contre, exactement. Mais dans le sens est-ouest, ça passe mal. Ça n'a pas passé au Québec, Énergie Est. Le pétrole passe, mais le bout de métal, là, le truc en métal, le tuyau en métal, lui, il n'a pas passé. Et ça ne passe pas en Colombie-Britannique. Alors, c'est symptomatique, ça. Tous les axes sont nord-sud. Et on fait partie, le Québec exporte 70% de ses exportations aux États-Unis. Ça a peut-être varié un peu, là, mon chiffre date de 2-3 ans au moins. Alors qu'on possède la vallée du Saint-Laurent, une vallée... alors, ça veut dire que le nord-sud gagne beaucoup. Bon, alors tout ça pour dire que, pour en revenir à la Russie... La Russie, exact. La Russie a la politique de sa géographie. C'est un pays plat. C'est des steppes froides qui s'étendent en fait jusqu'au Pacifique. Évidemment qu'il y a des montagnes, des plateaux, mais je veux dire, la réalité, c'est que les populations... C'est très accessible. C'est très accessible à partir de la Russie. Et c'est accessible dans l'autre sens. Quand les Mongols envahissaient l'Europe, ils passaient par les plaines de Russie. Exact. Alors, ça, en fait, ça va jusqu'à l'Atlantique. Hein. Ça part du nord de la France. C'est une plaine du nord de l'Europe qui se continue en Russie, puis qui, en fait, qui continue... Allemagne, Pologne, et ensuite... C'est ça, Allemagne, Pologne, Russie, Biélorussie, même l'Ukraine. Puis ça continue jusqu'à l'océan Pacifique. En passant par l'Asie centrale? Oui, également, oui. Mais entendons-nous, l'Asie centrale, c'est des Turcs, puis il y a des Perses aussi. C'est une autre ère. En tout cas, mais essentiellement, c'est une plaine, c'est juste géographique. Là. Alors, c'est comme les êtres humains ont tendance à se déplacer d'est en ouest pour émigrer. Sur les mêmes bandes climatiques. Sur la même bande climatique, parce que c'est la même technologie, les mêmes maladies, la même nourriture, etc. Alors, la Russie s'est développée au 17e siècle, en même temps que le Canada puis les États-Unis, dans un sens est-ouest, parce qu'ils avaient la technologie pour le faire. Ce qui est intéressant. Ouest-Est dans le cas des Russes, oui, bien sûr, mais c'est le même axe, c'est l'axe. En fait, c'est l'Europe qui a explosé dans toutes les directions. Puis elle est partie dans l'Est dans le cas de la Russie, puis elle est partie dans l'Ouest dans le cas de l'Europe atlantique. Et dans le cas des pays qui étaient au sud de l'Europe, ben là, ils ont eu tendance à aller en Afrique du Nord. La France avait des colonies là-bas. L'Italie avait une colonie en Libye, etc. Alors, le résultat, puis quand ils ont été au sud, parce qu'ils ont passé dans l'hémisphère sud, les Européens se sont installés dans une bande climatique qui comprend tout le sud d'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, où il y a 4-5 millions de personnes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, où il y a 30 ou 40 d'Européens. Alors, c'est simplement des bandes climatiques. Alors, la Russie, c'est un immense pays, sous-peuplé à l'Est. Chose intéressante, on vient de parler des bandes Est-Ouest. Les Chinois, qui sont 1,4 milliard, n'ont jamais été en Sibérie. C'est vrai. Ils sont pas forts là-dessus, parce que c'est beaucoup trop fort. Puis aujourd'hui, ils s'installent, mais ils ne font plus d'enfants, les Chinois. Alors, c'est plutôt le contraire qui risque d'arriver à long terme, c'est-à-dire toute la région de la Mandchourie, l'ancienne Mandchourie, qui a été conquis démographiquement par les Chinois au cours du 20e siècle. Est en train de se vider, ils ne font plus d'enfants là-bas. Alors... Mais jusqu'à quel point on s'entend que la Russie... je sais que la Russie, quand même, est, disons, pas la plus grosse natalité non plus. Non, c'est très mauvais. C'est déjà très vide de leur côté. Je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 millions de personnes, disons, dans la région Vladivostok, et ainsi de suite, au nord de la Mandchourie. Alors, je crois que c'est 2 à 300 millions
de Chinois. C'est ça, mais la pression démographique existe, c'est surtout une pression économique. Là. Oui, ils ne veulent pas aller vivre dans la glace. Non, quand les immigrants viennent au Canada, les gens disent que le Canada, c'est grand, ça peut recevoir 200 millions d'habitants. Je suis désolé, mais ils vont à Montréal, à Toronto puis à Vancouver. Personne ne va au Nunavut. Non. Bon, quand on va au Nunavut, c'est pour obtenir des matières premières, du pétrole, à cause du passage du Nord-Ouest. Il y a des raisons économiques pour lesquelles on y va, mais personne ne va là. Le Nunavut, il y a quelque chose comme 26 000 habitants. C'est 90% et plus Inuits. Des gens qui vont là faire de la prospection. Tout à fait. Bon. Donc, de cet avertissement de Vladimir Poutine, vous parliez justement de la géographie de la Russie. C'est ça, c'est que c'est un immense pays plat, dans le sens est-ouest, puis qui a beaucoup, beaucoup de voisins. Donc, beaucoup d'ennemis. Et la Russie, comme c'est une plaine, c'est difficile à défendre. Et la seule façon de la défendre, c'est d'aller s'appuyer sur des montagnes. Alors, ils ont été s'appuyer sur les Carpates en Europe. Ils se sont appuyés sur le Caucase, la Géorgie, ces endroits-là. Il faudra avoir une carte dans la tête pour comprendre. Là. Et ils se sont appuyés sur le reste de l'Himalaya, ce qu'on appelle... au nord-est de la Chine, il y a des... L'Himalaya, c'est dû au fait que l'Inde s'est détachée du sud de l'Europe, du sud de l'Afrique, qui est un continent, puis qui a rentré dans l'Asie. Alors, ça fait, comme il est rentré dans l'Asie, ça a fait une bosse, c'est l'Himalaya. Alors ça s'est reproduit très, très loin. Ce qui fait que les Russes se sont appuyés sur ces montagnes-là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Il y a un nom des montagnes, dans le Pamir, dans cet endroit-là. Et ils ont été chercher, évidemment, le bord des océans, l'océan Pacifique, l'océan Arctique. Et la Russie est une puissance arctique qui ne peut pas vraiment être contestée parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup de villes au niveau de l'Arctique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, c'est un pays continental, c'est-à-dire purement continental. Ils ont très peu de ports qui permettent d'aller sur l'océan. Alors, ils ont des ports du côté nord, notamment dans la mer Blanche, qui est dans le nord-ouest de la Russie. Vous en avez également Leningrad, Saint-Pétersbourg. Vous avez également sur la Baltique. Vous avez également un port sur la mer Noire qui est très important. Sébastopol. Très important pour eux. En Crimée, qui a été envahi par les Russes ils l'ont volé à l'Ukraine parce qu'ils en ont besoin. Et vous avez très, très, très loin de la population russe qui est concentrée en Europe. Vous avez le port de Vladivostok qui est sur le Pacifique. Il y en a d'autres aussi, là, mais c'est des petites choses. Alors, la Russie est un pays qui est essentiellement continental. Et ils n'ont jamais eu de raison véritable de s'opposer aux États-Unis. C'est plus idéologique, un peu économique. Mais il n'y a pas de raison, on dit en géopolitique, c'est la bataille entre l'éléphant et la baleine. C'est-à-dire que les Américains, c'est une puissance maritime, qui ont plein de bateaux. Thalassocratique aussi. C'est ça, c'est essentiellement là. C'est comme une baleine qui essaye de se battre contre un éléphant qui reste sur la terre. Il n'y a pas de raison de se battre. Et les Russes essayaient de s'étendre parce que ce qui est arrivé avec la Russie, c'est que c'est un pays qui a beaucoup de terre, mais très froid. Alors les Russes n'étaient pas nombreux au Moyen-Âge, 2-3 millions, puis ils ont fait beaucoup d'enfants parce que le territoire, c'est comme le Québec, ils ont peuplé le territoire. Puis ils étaient montés à plus que 150-160 millions de Russes. Et comme ils étaient nombreux sur une plaine, ils ont envahi les autres pays. Puis là, il y a eu le communisme. Le communisme, ça a fait de la Russie, grâce à Staline, malgré tous ses meurtres, parce qu'ils ont développé la Russie, ça a fait de la Russie une des deux grandes puissances mondiales. Mais c'était une puissance militaire. Économiquement, la Russie, le communisme, c'était un échec, une catastrophe. Ils n'ont jamais pu suivre la cadence. Jamais, parce que c'est un système c'est un système de voleurs, le communisme. Ils volaient tout, ils volaient la nature, c'est-à-dire qu'ils polluaient tout, c'est quelque chose d'incroyable, ils se foutaient de tout, ils voulaient juste aller chercher le minerai, alors ils faisaient n'importe quoi. Il y a plein d'endroits qui sont plus viables en URSS. Ils volaient la population en faisant des esclaves, c'est-à-dire qu'ils prenaient des gens et envoyaient ça dans les goulags, puis les gens travaillaient pour rien. C'est vrai. Ils volaient les pays qui envahissaient, ils volaient les minorités, les Ukrainiens, les Géorgiens. Alors le résultat, puis le communisme, c'était pas de profit, c'est pas beau de profit, c'est mauvais de profit. Alors le résultat, c'est que les profits qu'ils faisaient, c'était en volant. Alors c'était mais quand même, le communisme est devenu une grande puissance idéologique et Moscou était une grande ville
importante dans le monde. Or, avec les massacres de Staline, qui aurait tué, enfin, les chiffres varient énormément, mais c'est certain que c'est entre... bon, il y en a qui disent 20 millions, d'autres qui disent 40 millions, d'autres qui disent 60 millions, qui aurait tué de son propre peuple. Ouais. Alors, il y a un Russe qui m'a dit, au moins Hitler, il tuait des gens qu'il considérait comme l'extérieur de son peuple. Mais il dit Staline, il tuait son peuple. C'est ce qui est assez incroyable. C'est ça. Alors, la Russie était devenue une grande puissance. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que quand on fait... Là, tout le monde s'en rend compte sur la planète parce que les natalités s'effondrent. Quand on est dans un monde industriel, avec la pilule, les condoms, tout ça, qu'on vit en ville, les gens s'urbanisent dans un monde industriel, puis ça s'urbanise à 80% en ville, puis 20% dans le pays pour amener les ressources vers les villes. C'est les statistiques qui sont à peu près mondiales, c'est comme ça. Il y a 20% des gens, des agriculteurs, des forestiers, des mineurs, là, puis 80% qui vivent dans les villes. Quand les gens vivent dans les villes, ils font moins d'enfants. Alors, en plus des massacres de Staline, le communisme était très mauvais économiquement. Alors, il faisait des petits appartements avec des grosses familles. Mais quand vous vivez surpeuplé dans un appartement avec 3 autres familles, bien, vous diminuez le nombre d'enfants. Alors, en plus des massacres qui ont été causés par Staline, des massacres gratuits, là, il mettait la liste des pays, puis il disait, je veux 5 000 morts en Afghanistan, je veux 12 000 morts en Ukraine. Il ne mettait pas de nom. C'était des quotas de morts, des quotas de massacres. C'était fou, là. Je pense que l'Afghanistan n'était pas intégré, je crois. Non, n'a jamais été intégré. L'Afghanistan, c'est un des rares pays qui est à peu près toujours resté indépendant. Parce que, entre autres, parce que les Anglais remontaient du sud et les Russes descendaient du nord. Alors, pour éviter de se toucher, ils créaient ce qu'on appelle en géopolitique une zone tampon. Et c'était dans les montagnes, sans valeur économique. Alors, il y avait la Khyber Pass là, fait qu'ils ont dit le Khyber Pass pour rentrer en Inde. Alors, les Anglais tenaient la Khyber Pass, puis ils disaient aux Russes, restez de votre côté. Fait que ça faisait une zone tampon, puis c'était correct pour les Anglais. Et ça a toujours été... La Thaïlande, c'est le même phénomène. Thaïlande n'a pas été envahie parce que c'est un pays tampon entre les colonies françaises et les colonies anglaises. Intéressant. La Chine au nord. Et en tout cas, tout ça pour dire que la Russie... c'est un pays qui est continental et qui a toujours eu des problèmes continentaux. Et avec le communisme, ils ont pris le communisme, qui était la grande idéologie au début du 20e siècle, ils sont devenus un pays important. Et là, quand il y a eu l'effondrement démographique, suite à Staline et au fait que les gens étaient urbanisés, ben là, ils ont beaucoup des minorités qui étaient dominées. C'est comme les Québécois, on était des fermiers. Ben, c'était des fermiers, ils faisaient des bébés. Alors, il y a eu un débalancement démographique qui fait qu'au moment de tomber l'URSS, c'était à peu près 50-50, c'est-à-dire 50% de Russes et à peu près 50%, à peu près, là, c'était un peu plus que de Russes, mais quand il y a un changement démographique, là, il se fait par les vieillards, hein. C'est-à-dire que les vieillards continuent d'exister, mais il y a peu de jeunes. Alors, le nombre de jeunes Russes était inférieur au nombre de jeunes des minorités musulmanes, notamment dans le sud de la Russie. Alors, ça ne pouvait pas durer. Et la CIA n'a jamais vu ça venir. La Russie s'est effondrée d'un coup. Pas la Russie, l'URSS. Oui, bien sûr. Et chose intéressante, c'est qu'il disait, c'est Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, il disait, premier secrétaire de l'URSS, il disait, le communisme a peut-être des problèmes, mais il y a un problème qu'il a réglé. Il a éliminé le problème des nationalités. Ce qui est intéressant, c'est que quelques années après qu'il a dit ça, l'URSS a explosé en nationalité. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les nationalités, c'est quelque chose de géographique. Je l'ai déjà dit, c'est le pays qui crée le peuple. Par l'effet cuvette. C'est pas toujours vrai dans le cas de la Russie, là, mais il reste qu'il y avait des nations. Puis quand il y a une nation qui parle une langue, il y a une raison pour laquelle ça existe. Bon. Alors, certaines des républiques soviétiques étaient des vrais pays naturels. D'autres, comme l'Ukraine, ils ont mis un morceau de la Russie en Ukraine pour affaiblir l'Ukraine. Puis quand l'Ukraine est devenue indépendante, elle a gardé ses frontières, parce qu'on garde ses frontières quand on devient indépendant. Puis ils ont eu des Russes en Ukraine. Bon, on le voit en ce moment même. C'est ça. Alors, quand ils faisaient une élection en Ukraine, les gens à l'Est, c'est un fleuve, là, je me souviens plus lequel, à l'Est d'un fleuve, c'est surtout des Russes. Alors, ils votaient contre les Ukrainiens qui étaient à l'Ouest. Alors, quand Poutine est intervenu, il a pris la partie russe de l'Ukraine avec la Crimée qui a été donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Alors, pour reprendre la zone russe et reprendre surtout le port
le port en eau libre de glace, Ouais. qui est sur la mer Noire. Sébastopol, et qui d'ailleurs mène, en passant par la Turquie, qui mène à la Méditerranée. La Méditerranée puis aux océans du monde. Voilà. Le problème de la Russie, c'est qu'elle est embouteillée. Une puissance continentale comme ça a de la difficulté à sortir sur les mers. Alors, il y a deux théories en géopolitique. Il y a celle de Mackinder qui dit que... Un anglais, je crois? C'est un anglais, c'est curieux parce que c'est un anglais, il vient d'une puissance maritime, puis il n'a pas compris quelque chose de fondamental, puis c'est un expert. Oh, c'est qu'il disait, lui, que celui qui tient le centre, ce qu'il appelait l'île mondiale, c'est-à-dire le Heartland. Le Heartland, c'est l'Asie, l'Afrique et l'Europe qui forment un tout. Oui. Alors, celui qui tient le centre de ça, c'est-à-dire l'Ukraine, la région de l'Ukraine, la région de la Russie, ça lui permet de rayonner de tous les côtés facilement. C'est facile, c'est juste à côté. L'Europe est juste à côté, la Chine est juste à côté. L'Iran... c'est comme le point central, de l'île monde. C'est ça. Fait que vous pouvez... Qui regroupe les trois continents. Vous pouvez vous éparpiller et contrôler. Alors, il disait, celui qui contrôle le Heartland, le centre de l'île mondiale, contrôle l'île mondiale, et celui qui contrôle l'île mondiale, c'est-à-dire 80% de la population mondiale, contrôle la planète. Le monde, et voilà. Il n'a pas compris, c'est curieux, un anglais, il n'a pas compris l'importance des océans. Il y a une deuxième théorie, celle un gars qui s'appelle Mahan, qui était un Américain, qui dit, lui, que c'est ce qu'on appelle le Rimland en anglais, c'est-à-dire c'est les pays maritimes qui contrôlent le monde, parce qu'ils contrôlent 71% de la surface du monde avec les océans, ils contrôlent leur propre pays. Oui. Pensons aux États-Unis, ils contrôlent les 3 Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, plus tous les pays qui sont sur le bord d'océan. Alors, avec des bateaux... Justement, pour contrer le fait que la puissance terrestre puisse éventuellement atteindre les océans et pouvoir prendre le contrôle maritime. Ben oui, puis en plus, c'est que ça vous permet de faire des alliances. Oui, parce que quand un pays part du centre de l'île, comme la Russie, il s'en allait dans toutes les directions. Là, présentement, c'est les musulmans qui font ça. Ils s'en vont dans toutes les directions, puis ils attaquent de tous côtés. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que tous ceux qui sont autour ne veulent pas se faire envahir. Ouais. Fait qu'ils cherchent quelqu'un pour les aider. Alors, qui c'est qui cherche la puissance maritime. Alors, la puissance maritime n'a qu'à amener des armes, n'a qu'à amener de l'argent, leur fournir ce qu'il faut, puis eux se font tuer. Ceux qui sont sur le bord de l'océan se battent contre ceux qui sont à l'intérieur du continent pour les empêcher de passer. Puis la puissance maritime, elle reste à l'extérieur, elle regarde des choses aller. Puis quand la guerre est sur le point de se terminer, là, la puissance maritime envoie tous ses soldats pour y aller, pour gagner. C'est ce que les Anglais ont fait en Europe. Ils appelaient ça l'équilibre européen. Maintenant, l'équilibre européen, dès qu'une puissance était assez puissante, ils se mettaient avec tous les petits. On va vous financer, on va vous aider, on va vous envoyer des soldats si nécessaire. Puis tous les petits se mettaient contre le plus gros. Et on fait ça avec Napoléon. Napoléon a eu l'Europe contre lui. Exact. Hitler a eu l'Europe contre lui. Mais les 2 guerres mondiales, à vrai dire, les Américains ont fait ce rôle-là. Bien sûr, les Américains ont repris la politique. Gagné, ils ont pris ils ont remporté la mise, finalement. C'est ça, puis c'est eux qui imposent leurs intérêts. Tout à fait. Leurs alliés sont obligés de suivre, c'est leurs alliés. Puis ceux qui sont vaincus par la puissance dominante. Ouais, mais justement, par rapport au Rimland, je tiens à revenir. Quand on observe une carte du monde et qu'on regarde les points chauds actuels dans le monde, donc, disons, de l'actualité des dernières années, donc, bien sûr, je pense à la Syrie, bon, le Moyen-Orient en général, hein, c'est un point très, très, très sensible. Les Américains, bien sûr, ont besoin de garder la primauté sur cette zone. L'Arabie Saoudite en premier lieu, bon, il y a Israël qui est là. Donc, la Syrie, qui depuis même 2011 est dans un chaos assez incroyable. Et l'Ukraine, on parlait de la même zone. Heartland. C'est ça. Là, le Heartland, on peut le déplacer si on veut pour inclure le Moyen-Orient. Mais pour l'essentiel, pour finir ce que je disais sur juste en terminant, la Corée du Nord, de l'autre côté du continent. Elle est appuyée par la Chine, qui est une puissance continentale. La Corée du Nord, pardon, la Corée du Sud, le Japon, et ainsi de suite, je veux dire les alliés du Rimland. Le Japon a été conquis par les Américains. Ouais. Il fait partie des... Puis la Corée du Sud a été reconquis par les Américains après avoir été attaqué par la Corée du Nord. Pour l'essentiel, je vais terminer rapidement sur quelque chose d'important, c'est qu'une puissance maritime, que ce soit l'Angleterre ou que ce soit les États-Unis, ils n'ont pas de destruction sur leur territoire. Très peu. En effet. Par exemple, l'Angleterre, c'est un des pays où il y a le moins de champs de bataille sur son territoire. Et juste à côté de l'Angleterre, en Belgique, c'est le pays européen où il y a le plus de champs de bataille. Alors, ça donne une idée. L'important, c'est que vous ne faites pas tuer votre monde.
vous ne faites pas détruire vos usines, vous ne faites pas détruire vos choses, ça coûte très cher, mais vous pouvez vous rattraper en vous servant des océans pour faire du commerce. Alors, vous pouvez même bâtir un empire qui est toujours sur le bord des océans. Ouais. Alors, le résultat, c'est qu'un empire maritime, ça dépense beaucoup d'argent pour les bateaux. De nos jours, les avions, les fusées ont beaucoup d'argent pour ça parce qu'ils n'ont pas besoin de bâtir de châteaux, de fortifications. Alors, ils économisent beaucoup. Puis comme leur pays n'est jamais détruit et qu'ils ne font pas tuer leurs jeunes, alors ça permet de créer beaucoup de richesses puis de s'en servir pour conquérir une partie du monde. Dans le cas d'une puissance continentale comme la Russie, les dépenses sont gigantesques parce que quand vous vous promenez sur l'océan, c'est quelque chose de plat, de très basse altitude, c'est pas le point le plus bas sur la planète, mais c'est 71% de la surface tout près, et c'est 71% de la surface de la planète. Et vous pouvez vous diriger dans toutes les directions, c'est à 4000 mètres de creux en moyenne. Vous pouvez vous diriger dans toutes les directions, c'est en ligne droite, en vous servant des courants, en vous servant du vent. Alors, c'est très, très économique de déplacer une armée, de déplacer des biens, puis ça ne coûte rien. Vous avez juste besoin d'un bateau avec une voile. Alors qu'une puissance continentale, il faut faire des routes. Il faut passer par-dessus des montagnes, passer dans des cols de montagne. Ça coûte cher de l'asphalte, il faut les construire. Il y a du gel. Le gel casse la route. On a ça au Québec. Alors, le résultat, c'est que ça coûte beaucoup plus cher de produire de la richesse dans un pays continental et surtout de la déplacer. Alors, c'est pour ça qu'une puissance maritime, d'ordinaire, gagne contre une puissance continentale dans une guerre. C'est que la puissance maritime attaque d'un côté. La puissance continentale est obligée de déplacer ses armées pour faire face à la menace. Là, vous rembarquez vos soldats, vous allez attaquer de l'autre côté. Ils sont obligés de retourner encore. Fait qu'ils s'épuisent. Puis en plus de ça, vous vous servez de leurs voisins pour les affaiblir. Ils sont obligés de bâtir des murailles à la frontière, des châteaux forts, enfin. Alors, le résultat de ça, ça a eu une énorme influence sur l'histoire du Québec. On va en parler en deuxième partie. Exactement. Le résultat, c'est qu'une puissance maritime finit presque tout le temps par gagner. Il faut vraiment faire l'imbécile pour perdre là, quand on est une puissance maritime. Parce qu'on a juste à se servir des problèmes internes des empires. Alors maintenant, pour en revenir à l'URSS, l'URSS, c'était devenu une grande puissance mondiale qui avait une écoute mondiale. La croissance territoriale du monde communiste était au-delà de 100 km² à l'heure. Entre 1945 et 1980. C'est que ça grossissait très, très vite. Alors, évidemment, on parle de la Russie, puis après de la Chine, on parlait de gros pays. Mais le résultat, 100 km² à l'heure, c'est quelque chose de fantastique. Et ça semblait... Alors, les Russes étaient très fiers des résultats. Quand l'URSS s'est effondrée, quand une civilisation s'effondre, puis là, c'est arrivé aux Amérindiens ici, c'est arrivé dans l'Océanie, vous perdez votre puissance, vous perdez le respect de vous-même, vous perdez... Il y a une démoralisation. Puis un des résultats de cette démoralisation-là, c'est que les gens arrêtent de faire des enfants, ils arrêtent de croire à leur avenir, ils deviennent déprimés. C'est ce qui est arrivé avec l'effondrement de l'URSS. Les hommes se sont mis à boire, le taux de mortalité chez les hommes était catastrophique. A monté une affaire de fou. C'était un petit peu en dessous de 60 ans, ou en tout cas plus ou moins 60 ans. Là. Ça. Ils ont baissé énormément. Alors, les Russes étaient déprimés, mais il y avait quand même leur territoire, parce que le territoire russe est immense. Alors, bon, là, on a eu, puis ça a été typique. Gorbatchev a tout foutu en l'air sans s'en rendre compte. Il essayait de réformer le communisme. Il n'y avait plus rien à faire. Le système était pourri. C'est comme quand des termites ont mangé tout le bois dans une maison. Ça s'effondre, puis il n'y a rien à faire. Alors, ça s'est effondré. Il a perdu le pouvoir. Là est arrivé Yeltsin. Il était tout le temps sous, typique des Russes. Il buvait tout le temps, il était sous, il faisait n'importe quoi. Puis là, la Russie allait très mal. Ils ont jeté des armes rouillées, les bateaux ont rouillé. Il y avait beaucoup plus de sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires sont mis à rouiller, puis là, ils étaient dangereux. Irradiés. Il y a des endroits où... des centrales nucléaires, tout allait mal. Et la Russie, à cause que ça coûte très cher de déplacer des choses dans un pays continental, la Russie était un pays pauvre. Il disait que c'était le Mozambique avec des bombes atomiques. C'était un pays pauvre. Même aujourd'hui, si vous allez en Russie, j'y ai pas été, mais je connais des gens qui y ont été. Ils m'ont dit Moscou et Saint-Pétersbourg sont très bien développés. C'est des belles villes. Mais quand on se promène dans le pays, là, c'est pauvre. C'est encore des maisons pauvres. Parce que c'est l'hiver. L'hiver coûte très cher aussi, on le sait au Québec. Bien sûr. Alors, les Russes ont toutes sortes de problèmes qui nuisent à leur économie. Ce qui aide, c'est la grandeur de leur territoire, qui a beaucoup de ressources naturelles. Alors, quand Poutine est arrivé,
là encore une fois, on a la politique de sa géographie. Ben, il y avait tous ces ennemis-là, avec une armée qui était en décrépitude. Toutes les armes ils avaient pu développer ça. Puis il y avait même le danger à cette époque-là que les experts en armes nucléaires de la Russie aillent se vendre à des pays comme le Pakistan l'ont peut-être fait d'ailleurs. Ah non, ok, pour la prolifération. Prolifération nucléaire, c'est très dangereux. Puis il y a eu des cas, ça c'est documenté, là, des cas où il y a eu de l'uranium qui a passé les frontières. C'est très dangereux. Là. Alors là, les Américains ont agi très intelligemment. C'était George W. Bush qui a fait ça. Reagan, lui, il voulait détruire l'URSS. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un programme d'armement qui était la guerre des étoiles, qui a obligé la Russie à dépenser encore plus d'argent pour des recherches. C'est une des causes qui a fait s'effondrer l'URSS. Certains disent que c'était un peu un bluff de Reagan. Oui, bien sûr, mais l'idée, c'était que l'économie russe était faible à cause des problèmes que j'ai dit. C'est une puissance continentale, il faut construire des routes, des chemins de fer, tout ça. Plus l'hiver, plus le fait que le communisme était pas profitable, c'était un système de valeurs qui volait tout le monde. Alors, les pertes s'accumulaient. Alors, ils ont dit simplement, si on lance le programme de guerre des étoiles, les Russes vont être obligés de dépenser encore plus pour l'armée, puis ils étaient déjà saturés. Le système s'est effondré. Puis là, l'armée, les gens étaient démoralisés. Là, la population s'est mise à baisser. Puis quand Poutine est arrivé au pouvoir, lui, c'était un judoka, là, il était jeune à l'époque. Fin 90, début 2000. C'est ça. Puis lui, il a voulu redonner de l'espoir aux Russes. Ouais. Alors là, il a recommencé à bâtir la puissance russe. Il s'était fait un nom d'ailleurs par la guerre de Tchétchénie, au tout début. Ça allait très mal et disons qu'il a été l'homme fort que la Russie se trouve en temps de crise. Quoi. Les Tchétchènes, c'est un des 3 ou 4 peuples. Il y a eu les Tatars de Crimée. Il y a plusieurs peuples qui ont été par Staline après la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont éparpillés en Russie. Pour leur enlever la Crimée, qui est un territoire stratégique, comme on a dit, là, en mer Noire. Alors, le résultat, c'est que les Tchétchènes, quand ils sont revenus en Tchétchénie, parce qu'ils ont eu le droit de retourner en Tchétchénie, ils se sont mis à lutter contre les Russes. Ce qui a fait que, finalement, les Russes ont été obligés de sortir de Tchétchénie. Puis ça n'a rien donné, parce que il y a des musulmans fondamentalistes là-dedans. Puis ils se sont mis à attaquer la Russie. À un moment donné, je pense qu'ils avaient mis des bombes dans le métro, en Russie en tout cas. Là, les Russes ont dit, non, on est parti de la Tchétchénie, puis ils nous attaquent. Alors, on retourne en Tchétchénie. Ils sont retournés, ils ont pris le territoire. Puis là, ils ont dit, c'est fini, là. C'est fini, les histoires d'être gentil, là, ça marche pas. Alors... là, ça a été une guerre très brutale. Puis ça l'est encore. Les gens ne réalisent pas, mais moi, je sais parce que j'ai connu des mercenaires, des gars qui travaillaient là-dedans, puis ils m'ont dit, c'est un vrai massacre. Les massacres de musulmans fondamentalistes sur la planète, là. C'est des gens qui se cachent. Alors, c'est très facile à tuer. C'est très... Tuer un gars, puis, si moi, j'étais fondamentaliste, puis je me cache pour mettre une bombe atomique à New York, puis qu'ils apprennent que je fais ça, ils ont rien qu'à m'attraper quand je me promène, je vais faire du camping, puis c'est tout. Hein. Quand le gars se déplace d'un pays à l'autre, il n'est pas revenu. Ouais, avec tous les systèmes de satellites, on sait que les Américains sont forts sur les drones. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font leur travail. Là, après le 11 septembre, ils sont devenus méchants. Puis évidemment, c'est la démocratie, alors on est censé respecter ça. Bon, alors tout ça pour dire que les Russes avaient un problème, des problèmes économiques gigantesques, parce que quand l'URSS s'est effondré, là, il n'y avait plus leur capital pour bâtir, rénover les routes, rénover la flotte, rénover les armes. Puis là, tout s'est mis à s'effondrer. Puis en Russie, c'est très frappant. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Il y avait une base militaire, tout est en décrépitude, mais les armements sont hyper modernes. Puis ils font leurs armements, notamment les avions, pour être capable de résister au fait qu'il y a de la garnotte partout sur les pistes, Donc des terrains plutôt accidentés ou moins... C'est ça, c'est de moins bonne qualité. Puis les Russes sont c'est de très bons ingénieurs. Oui, et évidemment, une des raisons pour laquelle ils sont si bons ingénieurs, c'est parce qu'ils mettent l'argent là. L'URSS, Poutine, quand il est revenu, il voulait remettre la Russie sur pied. Alors, c'est Yeltsin qui a commencé par privatiser tout. Par rapport à la Chine, où la Chine, elle, y a été de façon plus graduelle. La Russie y a été d'un coup. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ceux qui commandaient le Parti communiste, qui étaient déjà des gens qui travaillaient, qui étaient des parasites, parce qu'ils ne travaillaient pas, c'était le problème du communisme, personne ne travaillait vraiment. Ils disaient, ils font semblant de nous payer, puis nous, on fait semblant de travailler.
C'était ça qui se passait en Russie. Alors, quand ils ont privatisé tout en Russie, ça s'est effondré encore plus, puis les anciens chefs du Parti communiste sont devenus des milliardaires. Puis ils ont pris le contrôle des ressources naturelles, parce que la Russie est très riche en ressources naturelles, surtout en pétrole, en gaz. Ils vendent ça. C'est ça la base de l'économie russe. Des ventes de feu de grosses entreprises nationales dans métallurgie, ainsi de suite, l'industrie lourde. Mais ils ont pris seulement ce qui était rentable. Oui, bien sûr, évidemment. Ils n'étaient pas fous. Ils prenaient ce qui était le plus moderne, ceux qui étaient les mieux placés, c'est-à-dire à Saint-Pétersbourg, près de la mer Noire, etc., à Moscou. Alors, le résultat, c'est que la Russie a continué de s'effondrer, puis les populations étaient déprimées. Puis Poutine, quand il est revenu, lui, c'était un judoka, puis c'était un gars qui est vraiment solide, là. C'est un bon homme d'État. Même s'il vole beaucoup. Il vole beaucoup. Oui. Mais il y en a qui disent que ce serait un des hommes les plus riches du monde. Ça, c'est dommage. Mais c'est peut-être parce qu'il a lu son Machiavel. Machiavel, il dit quand ça va bien, donne pas de bonbons au peuple. Ramasse de l'argent, parce que quand ça va mal, t'es mieux d'avoir beaucoup d'argent pour les massacrer, pour garder le pouvoir. Alors, c'est ce que je pensais que c'était pour donner des cadeaux, vous alliez dire. Mais... Non, ben c'est des... Ouais, mais en fait, non, c'est pour se défendre. Alors, Machiavel, il dit il vaut mieux être craint qu'aimé. Ouais. Si on a à choisir entre être aimé et être craint, choisis d'être craint parce que ça, tu le contrôles. Choisir d'être aimé, ça dépend des autres. Alors ça, il a lu son Machiavel, Poutine, c'est peut-être pour ça qu'il vole tant que ça, parce qu'il n'a pas besoin de 200 milliards de dollars. C'est ancien agent du KGB. C'est ça. En passant, c'est il y a une formation solide. George Herbert Bush, le premier Bush, il venait de la CIA. Poutine venait du KGB. Ouais. C'est très commun, ça. C'est des organisations aussi, parfois, qui, disons, peuvent... Se reproduire ou avoir beaucoup d'influence sur des appareils d'État et ainsi de suite, parce que, disons, les personnages politiques vont et viennent, mais souvent, l'appareil en lui-même, que ce soit CIA, que ce soit FSB maintenant, qui a remplacé le KGB. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez fait partie d'une organisation, vous avez un réseau. Exact. Alors, c'est ce qui arrive avec les politiciens ici quand ils quittent le pouvoir et ils font de la corruption après avoir pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vendent leur réseau qu'ils ont établi quand ils étaient politiciens. C'est pas très... c'est légal, mais c'est pas moral. Tout à fait, mais... Alors, tout ça pour dire que Poutine, ce qu'il voulait, c'était remettre la Russie sur pied et redonner confiance. Alors, il a développé... Pardon? Qui a réussi en bonne partie. Il a très bien réussi. En fait, il peut pas relancer. La Russie, je l'ai dit, c'est un problème géopolitique de base. Ça coûte cher d'être une puissance continentale. Puis l'hiver est extrêmement coûteux. Quand vous voulez faire un puits de pétrole avec l'hiver, il faut passer à travers de la glace. La glace, ça bouge. C'est un liquide, la glace. C'est un liquide... Ça flue, là. Ça bouge, un glacier. Alors, quand vous faites un trou à travers la glace pour aller chercher du pétrole, ben, votre tube peut casser. C'est plein de problèmes. Ça coûte cher d'aller là. Tout à fait. Bon. Alors, le résultat, c'est qu'il a développé l'industrie pétrolière, l'industrie gazière au maximum. Il a fait des pipelines pour alimenter l'Europe autant qu'il peut. Puis il essaie de sortir le pétrole. C'est le problème des puissances continentales, sortir leur richesse. Ça, on le connaît au Canada. C'est ça. Il a connu... Ben oui, nous autres, on a des difficultés à développer le centre du Québec, le centre du Canada de l'Ouest, les territoires du Nord-Ouest. Il n'y a même pas de route. Il y a des routes, mais très peu. J'y ai été. Mais... alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé tout ce qui était payant, ce qui était rentable. Or, la Russie est très rentable au niveau des matières premières, au niveau des armements, parce qu'ils ont de très bons ingénieurs. Le problème du communisme, c'était pas qu'ils n'étaient pas capables de produire des bonnes choses, c'est qu'ils n'étaient pas capables de faire le lien entre la théorie et produire des biens pour les vendre. Moi, quand j'ai travaillé pour une ONG de développement international, pour travailler avec les Russes, puis on a reçu des Russes, puis il y a un de nos volontaires qui est en Russie, en 80, après que ça soit tombé en 91. Puis il dit, quand je suis arrivé là, j'ai dit aux gens, combien ça coûte pour faire une voiture? Faire une Lada, par exemple, combien ça vous coûte une Lada? Ben, le gars, il disait, ça coûte 1000 livres de métal, puis 50 livres de plastique, puis ça prend... Oui, mais il dit, combien ça coûte? Il ne savait pas faire l'accumulation des coûts. Ce que nous, on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne le coût des salaires, le coût des impôts, le coût du plastique, puis on sait que la voiture, le prix de base, ça nous coûte 17 000 $, puis on la vend à 22 000 $. En compte, il n'y avait pas d'énergie en compte dans son calcul. Il ne savait pas faire ça. Il additionnait les matières. Puis... C'est ça. Alors, il y avait une usine, puis il disait, là, faites venir du métal, il nous manque de l'aluminium, puis... Fait que le résultat, c'est
personne ne s'occupait du profit. Ouais. Bon, alors ce qu'il a fait, Poutine, il a développé ce qui était profitable. Et quand il était question de faire des armes, ils ont fait des percées, les Russes. Ouais. Par exemple, c'est les seuls qui contrôlent vraiment ce qu'on appelle les... Ils mettent un hélicoptère avec deux... dans le même axe, vous avez un qui tourne dans le sens horaire, puis l'autre qui tourne dans le sens anti-horaire. C'est Sukhoi qui fait ça. Deux hélices, un sur l'autre. C'est ça, c'est que ça élimine le retard de queue. Ouais. Puis ça multiplie également la vitesse de l'hélicoptère parce que l'air bouge déjà grâce à la première pale, puis elle est emportée par la deuxième, fait que ça pousse très bien. Mais c'est une technologie difficile à contrôler. Ils l'ont contrôlé. Ils ont le plus gros... Je crois qu'ils ont encore le plus gros avion du monde. Enfin, des choses comme ça. Ils ont des aéroglisseurs gigantesques qui peuvent transporter 4-5 tanks. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Mais ils ont de la difficulté à passer de la théorie à fabriquer de façon rentable des biens à vendre. Alors, dans le temps de l'URSS, il y avait beaucoup d'armements qui étaient relativement bons. Oui. Puis ce qui arrivait, c'est que quand ils produisaient, les gens travaillaient n'importe comment, ils payaient mieux les gens dans tout ce qui était compétitif. L'URSS était compétitive à chaque fois qu'elle était confrontée au monde capitaliste, c'est-à-dire aux échecs, au niveau le ballet Bolchoï, aux Olympiques, dans l'armement. À chaque fois qu'ils étaient en compétition contre l'Occident, là, ils mettaient tout, puis ils mettaient le salaire. Ils payaient les gens au résultat. D'accord. Alors, un joueur de hockey là, qui était pour aller à l'international, il gagnait un gros salaire. Évidemment, ici, il aurait gagné plus, mais je veux dire, en Russie, c'était énorme. Oui, non. C'est un autre mode de vie comparativement. Ben oui, puis un joueur d'échecs, Spassky, qui s'était pris, il gagnait un gros salaire. Ouais. Bon. Tout ce qui était interne, ça marchait mal, tout le monde se traînait les pieds, faisait semblant de travailler, faisait semblant de les payer. Puis il contrôlait la monnaie pour voler. Alors le résultat, c'est que Poutine, il a tout concentré pour développer ce qui était rentable en Russie. Exact. Alors, c'est-à-dire les matières premières, et les plus facilement vendables, c'est-à-dire gaz, pétrole, mais également diamants, or, c'est un gros producteur d'or. Des minerais, toutes sortes de minerais, ils ont tout. La Russie a presque tout. Et les armes. Parce que les armes, ce qu'ils faisaient en URSS, c'est qu'ils produisaient, puis ensuite ils testaient ce qu'ils avaient produit, puis ce qui était pas bon, ils vendaient ça aux pays pauvres, puis ce qui était bon, ils gardaient pour eux. Alors le résultat, c'est que leur armée était très compétitive, mais ça drainait beaucoup de ressources. Puis Poutine, il a tout remis ça sur pied. Ouais. Alors il vend des armes, alors ça permet de faire fonctionner l'industrie de l'armement, puis ils ont déjà des ingénieurs. Les écoles techniques sont déjà là. Oui. Puis ils vendent du pétrole. Ils sont très bons dans ce domaine-là. Puis les Russes trouvent du pétrole là où nous autres, on ne sait pas en trouver. Dans des roches ignées, là, c'est très étonnant. Dans du granit, il y a une théorie qui dit que le pétrole, il vient pas vraiment il vient pas toujours de la matière vivante. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Ça vient du fond de la terre, puis ça remonte, ça s'installe dans le granit. Mais ils trouvent du pétrole là. Okay. Bon. Alors, le résultat, c'est que Poutine a redonné confiance aux Russes. Oui. Et c'est ça qu'il a fait avec ses armes. Là, puis en de ça, c'est qu'ils sont obligés. C'est que les Russes ont très peur, ils ont des ennemis partout. Là, c'est les musulmans qui les attaquent, mais les Chinois ont toujours été une menace pour eux. Et les Américains mettent de la pression aussi. Mais les Américains, comme j'ai dit tantôt, c'est pas vraiment une menace. Ils n'ont pas de raison de se battre. Quand est-ce qu'un éléphant se bat contre une baleine? Non, il n'y a pas de raison. Que les Américains essaient peut-être de contenir la Russie. Puis justement, on le voit avec toutes les sanctions économiques qu'ils ont mises sur le pays, et ainsi de suite. Il y a une tentative de... Bien sûr, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, c'est la politique d'une puissance maritime pour contrôler le monde, pour contrôler ce qu'on appelle le Rimland, c'est-à-dire tous les pays côtiers, contre la puissance centrale qui est la Russie. Aujourd'hui, la puissance s'est déplacée vers la Chine. C'est très temporaire. Elle est en train. Est en train, mais je crois pas que ça va durer parce que là, c'est un problème environnemental. Là, c'est de ça dont je parle dans mes vidéos sur la crise. C'est que les Chinois sont en train de détruire leur pays. Il y a un Chinois qui m'a dit on serait déjà une grande puissance si on était seulement 200 millions. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils créent des problèmes à une industrialisation massive. Ils sont tout en train de cochonner leurs fleuves, leurs terres, tout ça. Alors, quand ils vont avoir fini de consommer leur environnement, ils vont retomber, non pas pauvres, mais empoisonné. Ma nièce est chinoise, puis elle m'a dit qu'il y a une étude qui a été publiée en Chine qui montre qu'en Occident, c'est une chance sur 7 d'avoir le cancer, puis en Chine, ça serait une chance sur 2. Ouf.
à cause de la pollution. J'ai vécu là, c'est vraiment pollué. Alors, revenons à la Russie. C'est ça, je parle de la Russie, mais c'est toujours le même problème. Alors, le cas de Poutine, c'est que Poutine a voulu redonner confiance aux Russes, puis c'est ce qu'il a fait. Alors, sa déclaration qu'il a fait, il essaie de... Mais il joue au matamor parce que la puissance russe, ils n'ont pas de dette à cause du pétrole, mais la puissance russe, c'est une puissance qui est basée sur des pipelines qui traversent des pays étrangers, une armée qui va tenir les frontières, il faut qu'ils dépensent beaucoup d'argent. D'où les missiles. D'où les missiles. D'où leur système de missiles très avancé. C'est ça. D'ailleurs, ils vendent beaucoup de missiles à travers le monde. Ils vendent leurs armes. J'ai entendu exactement. Les S-400 sont très populaires. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Turquie a acheté, ou enfin, il y a eu un offre d'achat, Erdogan, pour des S-400 russes, qui ne sont pas d'ailleurs compatibles avec le système d'armement de l'OTAN. Donc là, il y a... En tout cas, c'est toujours un problème. Un levier politique de la part d'Erdogan face aux États-Unis, je sais pas. Mais... Là, c'est parce que là, il est en maudit, parce que lui, c'est un islamiste. D'ailleurs, il a fait des choses vraiment étranges. Il y a une semaine ou deux, il a fait venir une petite fille sur une scène, une petite fille de 6 ans, puis il inventait qu'elle allait se faire tuer en mettant une bombe là, pour se faire tuer pour la Russie, puis il l'embrassait, bravo, c'est joli. Pour la Turquie, oui. Pour la Turquie. Je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable faire un truc comme ça. Si tu meurs pour la patrie, tu seras une héroïne nationale. Et tu vas être enseveli dans le drapeau. Voilà. Mais je veux dire, ça, c'est des crimes, dont on parle d'enfants. Mais c'est tous les trucs, l'espèce de folie des islamistes, là, il faut tuer le monde, n'importe quoi est bon. C'est des assassins qui cherchent une théorie, ça aurait pu être le communisme, le nazisme, n'importe quoi. Ils cherchent une raison pour tuer, ils aiment tuer. Donc en fait, la Russie... disons, moi dites-moi comment vous le voyez. Moi, j'interprète ça comme... Un certain signal que le monde devient de plus en plus multipolaire et que tranquillement mais sûrement il commence à avoir de plus en plus de fronde face, disons, aux États-Unis, au bloc atlantique. Disons. Les Américains étaient déjà la première puissance du monde à la fin du 19e siècle. Déjà. Ouais. Puis ils refusaient de sortir de chez eux. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient isolationnistes. Oui, à la Première Guerre mondiale, Wilson s'est fait élire en disant « Je vais vous épargner la guerre. On n'ira pas à la Première Guerre mondiale. » Puis quand il a été élu, ben là, il a fait comme tous les politiciens. Il a dit « Ben là, je vais faire à ma tête. » Puis en 1917, il y a eu un télégramme qui a été envoyé par les Allemands qui disait qu'il allait leur donner l'Arizona au Mexique. Mais ça, c'était des... Ouais, c'était oui, c'est vrai. Télégramme Kellerman, un nom comme ça. Puis il y a eu les provocations. Il y a eu un bateau qui a été coulé avec des Américains. C'est inévitable, ils faisaient de la guerre sous-marine. Alors, les Américains sont intervenus à la toute fin de la guerre, 1917. Ils n'ont presque pas perdu de monde, puis les Allemands ont fait l'armistice. De même chose à la Deuxième Guerre mondiale, où là, ils ont perdu 4... Pour donner une idée des pertes, les Américains ont rien détruit sur leur territoire, sauf Pearl Harbor. Puis, ils ont eu 440 000 morts. L'Allemagne, à peu près 10 millions. La Russie, 26 millions. Ouais. Ça donne une idée. Puis la Chine en a eu, on ne sait pas en Chine, parce que personne ne comptait ça. Tout le monde méprisait les Chinois. Aujourd'hui, on les méprise moins. Comme vous dites, qui est puissant est riche. C'est ça. Qui est riche, qui est puissant et respecté. Il disait que la Chine, c'était c'était quoi l'expression? En tout cas, c'était un carnaval, c'était une blague. C'était en tout cas, ça va me revenir tantôt. Oh oui. Mais c'est l'expression qu'il utilisait pour dire c'est sans importance. Donc, en conclusion de ce bloc, M. Nantel, justement pour faire le lien, la Russie reprend un peu du poil de la bête, disons. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Ils sont en croissance. C'est ça. Mais il y a des avancées. C'est une croissance qui est... il y a une grande partie de la croissance de la Russie qui est comme un cancer. C'est une croissance, mais c'est pas sain. Qui sera pas... Mais c'est pas sain, là. Il faut développer... il faudrait que son agriculture soit rentable. Il faudrait que ses industries... Là, c'est juste le pétrole qui salue toute la planète. Faire des pipelines, puis là, il y a toute la politique des pipelines. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est que les États-Unis sont en train de tomber. Essentiellement, la raison essentielle, c'est que la population de base des États-Unis, celle qui contrôlait le pays,
c'est-à-dire les Blancs d'origine européenne non hispanique, ça c'est des folies américaines. Ouais. C'est du racisme jusque dans les détails. Ah ouais. Parce qu'un Blanc hispanique, c'est un Blanc. Ouais, non, c'est un ça, Arabe, exact. un Arabe, c'est un Blanc. C'est un Blanc qui s'appelle Martinez. C'est ça. Puis un Indien du Nord, c'est un Blanc. Un Iranien, c'est un Blanc. C'est des conneries, ça. En tout cas, mais cette population-là est en décadence depuis les années 50, depuis James Dean. Puis il y a un rééquilibrage de la puissance aux États-Unis. Obama, qui est noir, qui a pris le pouvoir. Puis il y a une espèce de guerre civile là, à l'intérieur du pays, larvée, là, qui traîne. Puis là, c'est très mauvais pour le développement des États-Unis. Oui, bien sûr. Puis là, les Américains, ça a coûté tellement cher les folies de Bush. Là. C'est un imbécile Bush qui a été s'embarquer dans l'Irak. Bébé Bush, on entend. Alors, il faut se retirer. Ouais. Les Américains peuvent se le permettre, pas les Russes. Alors, Poutine a besoin d'une armée forte. Oui. Les Américains ont besoin d'une marine forte. Mais ils peuvent s'appuyer sur d'autres pays puis de les laisser s'entretuer, puis c'est ce qu'ils se préparent à faire, parce que là, les bombes atomiques se répandent, ça devient très dangereux. Vous avez un regard très pessimiste là-dessus. Là, on n'aura pas le temps, par contre, de creuser. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que émissions, tout simplement, on va y venir. Mais c'est très important ce qu'on fait là, c'est quelque chose que je trouve intéressant par rapport à la Russie, parce que le sujet, d'ailleurs, on n'aura pas le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais parce que le temps a passé. Mais c'est très important que les gens comprennent la géopolitique mondiale. Et le cas de la Russie est un cas tout à fait intéressant par rapport à ce qui se passe au Québec, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je dis souvent, puis je l'ai dit la semaine passée, puis je le répète, le Québec, c'est un pays marchand. Le Québec, c'est un pays maritime. L'océan au Québec commence à Montréal, dans le fin fond du Québec, puis il commence à Saguenay, dans le fin fond près du lac Saint-Jean. C'est-à-dire qu'on est connecté sur le monde? Directement. Vous prenez un bateau à Montréal ou à Saguenay, vous descendez les fleuves, vous aboutissez au Brésil, en Chine, en Inde. Vous le dites souvent, le Québec étant un pays de passage, le monde l'influence. Oui, d'ailleurs, c'est précisément mon point. C'est que puis les francophones du Québec ne le réalisent pas parce qu'ils ont été tassés. Toute notre histoire a été déterminée par ce qui se passe à l'étranger et non pas par nous. On n'a jamais contrôlé notre territoire, on n'a jamais contrôlé nos frontières, on n'a jamais contrôlé notre immigration ou même notre économie. Ce sont les Français qui ont fondé le Québec, c'est les Anglais qui ont succédé aux Français. Les Américains se sont mêlés de ça. Ils ont eu beaucoup de puissance au Québec. Puis là, c'est le Canada anglais qui nous contrôle. Alors, on n'a jamais contrôlé notre territoire et pourtant, on existe. Alors, c'est pour ça que j'explique aux gens que le Québec, c'est un pays naturel. Ça, c'est ce que les Québécois ont compris instinctivement. C'est-à-dire qu'ici, on s'est mélangé et on a formé un peuple. C'est le pays qui crée le peuple et non pas le peuple qui crée le pays. Voilà. Mais par-dessus cette réalité, il y a le fait que le Québec est un pays de passage. C'est une exception. Dans toutes les 3 Amériques, en fait, le canal de Panama est artificiel. La vallée du Saint-Laurent est la seule voie de pénétration est-ouest naturelle de tout le continent. Et ça, c'est très important. Et ça fait du Québec un pays de nature commerciale, un pays de nature maritime et un pays de nature internationale. La raison pour laquelle les Québécois francophones ne s'en rendent pas compte, c'est parce qu'on a été envahis par les anglophones qui ont expulsé nos élites et qui nous ont tassés dans les terres. Eux, ils ont pris le contrôle du commerce, des affaires internationales au Québec. Et quand ils ont fondé le Canada, ils ont continué. Tout ce qui traverse le Québec appartient au gouvernement fédéral, donc au Canada anglais. Et toutes les affaires internationales, c'est le Canada anglais. Bien sûr. Puis le Québec, ben là, il ne faut pas qu'il y ait de siège à l'UNESCO, il ne faut pas qu'il y ait à la francophonie, il faut qu'il soit un petit peu tassé. Le Canada est là avec le Nouveau-Brunswick de façon à contrebalancer le Québec. Exact. Puis quand j'ai été en Chine, il y avait beaucoup de francophones. La deuxième langue la plus utilisée à l'Université de Shanghai, c'était le français. Oui. Après l'anglais. Le chinois, évidemment. Zéro. Presque zéro. Ben, c'était des étrangers. Alors, les gens parlaient surtout anglais. Les cours se donnaient en anglais. Puis la deuxième langue, c'était le français. Alors, quand on montrait les cartes du monde, les gens disaient, regardons ça. Le Québec, c'est toute la francophonie à cause de l'immensité du territoire. Alors que la France, c'est 3 fois plus petit. Alors le Québec, c'est un truc important au niveau de la francophonie. Mais le Québec, c'est un pays qui est ouvert sur le monde. Et c'est le reste du monde qui a fait notre histoire. Alors, ce qui se passe dans le reste du monde, c'est extrêmement important. Et c'est moi, comme je suis géopoliticien, j'essaie d'expliquer aux gens que le Québec doit penser. Le Québec moderne, parce que là, on commence à le faire. Là, on commence à avoir des compagnies qui vont un peu partout dans le monde, Lavalin, etc. Alors, le résultat, c'est que les Québécois sont très ouverts sur le monde. Ils voyagent beaucoup. Ça, c'est l'avenir.
Et l'avenir, il se fait ailleurs. Mais nous, au Québec, encore une fois, c'est un pays isolé. Tellement isolé que ça fait seulement 5 siècles que les Européens savent que l'Amérique existe, puis que les Autochtones d'Amérique du Nord savent que l'Europe existe. C'était ignoré, ça, des deux côtés. Effectivement. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est l'importance des océans, dont j'ai parlé tantôt, l'opposition entre les puissances maritimes et les puissances continentales. Nous, ce qui a fait notre histoire, c'est le fait que les océans, c'est là que se fait le commerce. L'être humain, c'est un animal terrestre. Oui, bien sûr. On n'est pas des poissons. Sur l'océan, il n'y a rien à part des poissons. C'est tout. Les ressources naturelles du fond des océans, c'est très difficile à aller chercher et ça prend beaucoup de technologie. Alors, les océans, ça sert à faire du commerce. C'est de basse altitude, je l'ai dit tantôt, c'est plat, ça permet d'aller dans toutes les directions. Alors, la tendance des êtres humains, qui sont pourtant des animaux terrestres, c'est de s'installer à ce qu'on appelle ça en géopolitique des écotones, c'est-à-dire à l'endroit où se rencontrent l'océan et le continent. C'est-à-dire près d'un fleuve, près d'une rivière navigable. Ouais. Les êtres humains vont s'installer là, surtout quand ils sont agriculteurs, puis ils drainent les ressources. C'est ça, j'ai dit tantôt, 80% des gens dans les villes, 20% dans les campagnes, des mineurs, des agriculteurs. Alors, ils drainent les ressources des continents vers les rivières et les fleuves navigables. Pensez à Montréal, qui est le long du fleuve, Québec, Trois-Rivières. Ils modifient les matières premières, puis comme les matières premières ne sont pas les mêmes sur tous les continents, surtout au niveau des produits vivants, alors on va sur les océans pour les échanger. En d'autres, on produit du sirop d'érable, la Floride produit des oranges, on se les échange sur l'océan. Ouais. Et les océans servent à ça. Et le Québec est un pays extrêmement riche de ce côté-là, étant donné que c'est une exception géographique dans les 3 Amériques, qui permet, on pourrait toujours parler bien sûr de l'Amazone, mais si on parle d'Amérique du Nord, c'est l'exception, c'est le fleuve Saint-Laurent qui rentre très très creux dans le continent. Ouais. Alors il faut que, pour comprendre ça, l'introduction pour Poutine était bon, parce que ce qui a fait le gros changement au Québec, c'est que quand il y avait des Amérindiens ici, les Amérindiens n'avaient pas la technologie pour aller en Europe. Ils ne l'avaient simplement pas. Puis ils ne l'avaient pas pour utiliser le fleuve, la vallée du Saint-Laurent à son plein usage. Parce que, je ne sais pas si vous êtes déjà promené en canot sur le fleuve Saint-Laurent, mais c'est rock'n'roll. Alors, mais ça se fait quand même. Et c'était très important pour les Amérindiens avant la venue des Européens, parce que ça permettait d'aller chercher les ressources un peu partout. Ils passaient par Trois-Rivières, l'équivalent de Trois-Rivières, ils montaient jusqu'au réservoir Gouin. Même chose pour le Saguenay. Alors, ça permettait d'échanger du poisson, par exemple, ou des crustacés contre ce qu'il y avait dans le centre du continent, que ce soit du sel ou n'importe quoi. Alors, même pour les Autochtones, c'est important, mais c'est un niveau technologique beaucoup plus bas. Quand les Européens sont arrivés, c'est les Français. Bon, la première des choses qui est intéressante à savoir, comme notre histoire a été faite à l'extérieur du Québec, à l'étranger, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que c'est l'Europe et non pas l'Afrique, qui est à peu près à même distance. Ça aurait pu être l'Afrique qui colonise les Amériques. C'est juste de l'autre côté. Pourquoi c'est pas les Chinois qui ont envahi la Colombie-Britannique? C'est quoi la raison? Bon, la raison, on en a parlé tantôt, c'est que l'Europe, c'est un continent maritime, par nature. Alors, il est très intéressant de comparer l'Europe à l'Afrique, pour comprendre ça. C'est que l'Europe, quand on regarde une carte du monde, on voit que l'Europe, c'est très, très, très découpé. Oui, dentelé. Ouais. C'est dentelé, il y a des baies partout, il y a des péninsules, la Grèce, l'Italie est une péninsule, l'Espagne, la Norvège, bon, c'est des péninsules, le Danemark. Il y a beaucoup de baies, il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'archipels. L'archipel grec, il y a la Sicile, la Sardaigne, l'archipel des Baléares, bon, l'archipel britannique. Alors, le résultat, c'est que c'est très facile de rentrer en Europe, puis c'est un continent qui est bas. Ce qui fait que beaucoup de fleuves sont navigables en Europe jusque très profondément dans le territoire. Depuis, il y a un autre phénomène, c'est que, on appelle ça un château d'eau, là, on parle des Alpes. Les Alpes, c'est là où tombe la neige, où l'eau ruisselle, et les fleuves s'écartent en étoiles en Europe. Ce qui fait que l'Europe, c'est un continent où c'est facile d'aménager des fleuves de façon à rentrer le plus creux possible, parce que vous allez chercher la richesse à l'intérieur du continent, vous la sortez, et vous servez des océans pour faire des échanges.
Alors, l'Europe, ça n'a jamais pu être uni facilement. Je parle du continent, le continent européen lui-même. Trop de forces extérieures. Parce que ça coule, l'eau coule. Ça descend dans toutes les directions. Alors, la Pologne n'a rien à voir avec l'Italie. Ouais. La Pologne coule vers la Baltique, l'Italie, c'est la Méditerranée. Alors, c'est un continent qui a toujours eu beaucoup de peuples, puis qui ont réapparu. Je l'ai parlé l'autre jour, les peuples qui étaient dans l'Empire romain sont réapparus de nos jours. La France, c'est la Gaule, l'Espagne, c'est l'Hispanie, la Grèce, c'est la Grèce, l'Italie, c'est l'Italie. Bon, l'Allemagne, toujours à la même place, le Danemark. C'est vrai. Alors, l'Europe est un continent où c'est très facile de sortir, très facile de rentrer. Comparé avec l'Afrique maintenant. L'Afrique, quand vous regardez une carte, l'Afrique, c'est un bloc. Il n'y a presque pas de baie, presque pas d'archipel, presque pas d'île. Les fleuves, on ne peut pas y pénétrer très profondément. Non, parce que l'intérieur de l'Afrique, c'est des plateaux surélevés. Oui. Ce qui fait que les fleuves, c'est des pays équatoriaux, il pleut la mousson, mais l'eau tombe sur les plateaux. Quand elle arrive au bord du plateau, il y a une cataracte. Oui, des chutes d'eau. Des chutes d'eau. Il y a des chutes d'eau sur le Nil, il y a des chutes d'eau sur le fleuve Congo, sur le Zambèze, j'y ai été, là, les chutes Victoria. Ah oui. Il y a sur le Limpopo, enfin partout, le Niger aussi. Alors le résultat, c'est que les grands fleuves d'Afrique, on ne peut pas venir de l'étranger puis rentrer puis aller profondément dans le coin. Il faut passer, il faut faire un transbordement, ça c'est très cher, c'est très dangereux. Puis bon, alors, pour sortir, c'est la même chose. Alors, c'est très difficile pour les Africains de sortir. C'est possible, ça se fait, on l'a toujours fait, mais c'est très, très difficile de sortir ou d'entrer en Afrique. En plus, le nord de l'Afrique est coupé par le plus grand désert du monde, le Sahara. Dans le sud, il y a le Kalahari, qui est un autre immense désert, qui isole encore. Puis il y a le centre, où c'est une forêt équatoriale, il y a plein de maladies, plein d'animaux sauvages. C'est difficile de bâtir une route, parce que moi j'y ai été, la nature revient. Ah si on laisse la route, là, la nature reprend la route, parce que ça va très vite. C'est pas le Québec, là. C'est 12 mois par année, la croissance. Puis il y a beaucoup d'énergie. Alors, le résultat, c'est que l'Afrique a toujours été un continent fermé et retardé. La raison pour laquelle les Noirs ont pu être mis en esclavage, c'est parce que leur culture était attardée par le fait qu'il y avait de la difficulté à aller chercher les idées et les technologies ailleurs. Il y avait moins de contact avec l'extérieur. Alors, ils étaient toujours en retard, puis encore aujourd'hui, ils sont en retard. C'est les derniers à avoir des grosses familles, c'est les derniers à faire encore de l'élevage. Il y a même des primitifs qui cherchent les animaux avec des lances, là, les San, là, dans le sud, au désert du Kalahari. Alors, c'est ça qui a fait que l'Afrique a pu produire des esclaves. D'abord, il y avait la peau noire, ça permet de les repérer facilement. Puis deuxième des choses, c'est qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Ensuite, on trouve des excuses. Ça donne aussi des bonnes excuses pour différencier. Puis c'est ça. Ils ne sont pas comme nous, finalement. C'est ça. Puis dire que c'est des imbéciles. Donner bonne conscience. Mais c'est essentiellement pour une raison géopolitique. C'est que leurs cultures sont toujours retardataires parce que c'est difficile de rentrer, c'est difficile d'en sortir. Il y a moins de communication. Et il y a la forêt équatoriale, les déserts, tout ça. Puis depuis, ces fleuves sortent dans des océans qui sont relativement vides, surtout à l'époque. L'océan Indien, l'Atlantique Sud, il n'y a rien. Alors, ça a beaucoup nuit à l'Afrique. Puis la traite des esclaves s'est ajoutée à ça, puis le colonialisme après. Bon, quoique le colonialisme, il y a eu, diront ce qu'ils voudront, là, il y a eu des côtés positifs. Ils ont bâti des villes, ils ont bâti des routes, des écoles, ils ont donné la langue. C'est pas par hasard qu'ils ont gardé le français et l'anglais, là. C'est parce que c'était utile. Bon, ils ont fait du bien, les colonialistes, mais ils n'ont pas fait du bien pour l'Afrique. Il y a un gars qui a dit, un colonialiste, qui avait dit, il dit... ils ont dépensé beaucoup de choses pour l'Afrique et rien pour les Africains. Ça, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient ça pour eux. Ils ont développé le pays pour eux. Aller chercher le minerai, etc. C'est l'exploitation parce que quand on est puissant, on est riche. Quand on est faible, on est pauvre. Alors, les Africains, chose intéressante, quand l'Europe est partie à exploser, l'Afrique était un obstacle. L'Afrique est le continent le plus proche de l'Europe atlantique et c'est le dernier qui a été colonisé. Pourquoi? Parce que c'était difficile de rentrer. Ils ont été colonisés, la Nouvelle-Zélande, avant de coloniser l'Afrique noire. Incroyable. Ça me fait penser, les États-Unis, encore aujourd'hui, les États-Unis, pour eux, l'Afrique, c'est un objectif très secondaire comparativement à beaucoup d'endroits sur la planète. Ça va le rester parce que l'Afrique, les infrastructures sont pas là. La pauvreté, là, ça génère de la pauvreté.
Ça, c'est clair. Puis là, l'explosion démographique en Afrique draine toutes les ressources. L'Afrique est extrêmement dépendante des autres pays. C'est nous qui faisons les recherches pour le sida, contre l'Ebola, contre toutes les maladies africaines, contre la malaria, la tuberculose. C'est nous qui envoyons la nourriture. C'est jamais eux qui envoient de la nourriture pour nous sauver d'une famine. Ouais. Ça fait des dépendances. Le continent a été organisé par les Européens en fonction de leurs propres les frontières. Tout le découpage politique aussi. C'est ça. Puis il y a eu... assez erratique. Puis comme c'est un pays qui est attardé au niveau culturel pour des raisons géopolitiques, ça fonctionne encore dans beaucoup d'endroits par les tribus au lieu des nations. Ils sont encore au stade... Là, ils sont en train de passer au stade de la nation. Ça va très, très vite en Afrique. Ça change très, très vite. Oui. Mais l'Internet, tout ça, là, c'est en train de changer beaucoup de choses. Mais ils sont quand j'étais là en 80, là, c'était encore les tribus. Là. Okay. Le gars, il ne voulait pas dire qu'il était Bakongo, puis toi, t'es un tel, puis là, il ne voulait pas le dire. Ah, moi, moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Parce qu'il essayait de cacher d'où il venait. Mais en fait, c'est que quand un dictateur prenait le pouvoir, il représentait une tribu. En Afrique du Sud, il disait que c'était la tribu des Blancs qui était au pouvoir. La tribu des Blancs. Les Noirs disaient ça. Bon. Alors ça, c'est des retards. Des retards culturels qui viennent de la géopolitique. Je comprends. Alors, quand l'Europe... Ce qui est arrivé en Europe, c'est que les Européens, quand ils sont sortis du Moyen-Âge, ils faisaient du commerce avec l'Asie. Et ils faisaient du commerce avec l'Asie parce qu'ils avaient besoin des épices, ils avaient besoin des bijoux, enfin, ce qui faisait venir de l'Inde, puis de la soie qui venait de Chine. Et ça venait évidemment de l'Est. Et les Européens, à ce moment-là, faisaient affaire avec l'Asie à travers le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, il faut avoir la carte dans la tête, là, mais vous pouvez passer par la mer Rouge, vous pouvez passer par le golfe Persique, puis vous vous approchez de l'Europe. Vous avez juste à traverser le territoire, c'est pas très loin en Égypte, et vous aboutissez sur la Méditerranée, puis là, vous allez vendre la soie, puis les épices, puis les bijoux, tout ce que vous avez pris dans les pays riches qui étaient l'Inde, et la Chine, mais moins la Chine que l'Inde. C'était l'Inde qui était riche. Christophe Colomb allait aux Indes. Il n'allait pas en Chine, il allait aux Indes. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quand il arrivait à la Méditerranée, il faisait rentrer ça par l'Italie. Parce que l'Italie, les deux côtés de l'Italie, vous avez Venise qui est au fond de la mer Adriatique, puis vous avez Gênes qui est dans le fond, à l'autre épaule de l'Italie. Et là, à partir de là, l'Italie allait vendre dans le reste de l'Europe. Alors, la richesse venait du commerce qui était fait par la Méditerranée, par la mer Noire, et le centre de l'histoire était à ce moment-là dans l'est de la Méditerranée. Puis là, il y a eu la conquête de Constantinople en 1453 par les Turcs. Puis là, évidemment, Constantinople, c'est ça qui donnait accès à la mer Noire. C'était le nœud. C'était le nœud de là où se faisait la richesse. Puis là, ils ont monté les prix. On les contrôle. Ils ont monté les prix des épices puis de la soie. Puis là, les Italiens ont commencé à dire, mais ils montent les prix, c'est une affaire de fou. Ils ont commencé à chercher, y a-t-il moyen de s'en passer? Alors là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est que Christophe Colomb était italien, puis il venait de la ville de Gênes, une des villes commerçantes qui était enrichie. Puis quand la chute de Constantinople, les intellectuels de Byzance ont été en Italie, puis ont amené tout leur savoir. Alors, il y avait déjà de la richesse, puis il y avait déjà une renaissance qui était partie. Alors là, ça a fait une explosion de richesse et de connaissances. Puis là, des gars comme Christophe Colomb, beaucoup, Verrazzano, tout ça, c'était Caboto, c'était tous des Italiens, ils ont été voir les puissances qui étaient sur l'Atlantique. Puis ont commencé à dire, pourquoi on n'essaye pas d'y aller nous-mêmes pour essayer d'éviter le Moyen-Orient, on va faire le tour. Ça a commencé vraiment par un roi au Portugal qui a décidé, lui, de faire le tour de l'Afrique. Ça a été très long, ça a pris des dizaines d'années. Il avançait tranquillement, puis il faisait un petit peu d'argent en Afrique en achetant de l'ivoire, de l'or, des comptoirs, mais c'était pas intéressant vraiment, ça payait les voyages. Je comprends. Puis dès qu'ils ont passé autour de l'Afrique, les Portugais, puis avec Vasco de Gama, puis qui ont été aux Indes, ils sont devenus extrêmement riches. Ils remplissaient un bateau d'épices, puis ils ramenaient ça en Europe, puis ils vendaient ça à 10 fois, 20 fois le prix. Puis les Arabes ont perdu leur marché. Alors, ça, c'est ce que le Portugal a fait, qui est devenu très riche. Puis là, Christophe Colomb, un Italien, était voir tous les pays de la côte atlantique, puis il était voir l'Espagne, il a dit, on va y aller par l'ouest. Puis là, il y avait toutes sortes d'arguments. C'était bizarre, les arguments qu'il y avait. Il avait trouvé un bateau avec des indigènes qui n'étaient pas africains sur les côtes du Portugal. C'était bizarre, c'était-tu vrai, je sais pas. Il y avait des histoires, les sagas islandaises. On savait qu'il y a eu un archevêché catholique au Groenland au 11e siècle.
10e, 11e siècle, c'est très étonnant, c'est à côté de l'Amérique. Wow. Les Basques, probablement que les Basques allaient au banc de Terre-Neuve avant la découverte de l'Amérique. Oui, j'ai entendu ça. Oui. C'est ça, ils allaient chercher du poisson, ils savaient qu'il y avait du poisson là, à cause des Islandais qu'ils savaient, puis bon, ils faisaient ça. Il y avait des sagas norvégiennes, des sagas islandaises qui racontaient que Leif Erikson, il y avait eu le Helluland, le Markland, c'était en Amérique, mais c'était très nébulé. Il y avait eu l'histoire qu'il y avait une île qui s'appelait Antilia, loin dans l'Atlantique. D'accord. Alors, il amenait ça comme argument. En tout cas, Isabelle Castille a pris la chance, elle y a donné 3 bateaux, puis elle a fait beaucoup d'argent avec ça, voilà. parce qu'elle a découvert l'Amérique. La Pinta, la Niña et la Santa Maria. C'est ça. Et ce qui est arrivé, c'est que quand ils sont arrivés au Nouveau Monde, ben, ils ont volé l'or des... Là, c'est des crimes. Là. Ils ont attaqué les Aztèques, les Incas, ils leur ont volé tout ce qu'ils pouvaient, puis ils les ont rendus en esclavage. Et chose beaucoup plus importante que ça, tout le monde oublie, c'est les épidémies qui ont massacré. Mais ça, c'était involontaire. Le choc microbien. Le choc microbien, c'est que les Européens n'étaient même pas au courant que ça existait. Mais ça s'est produit. Ça s'est produit à la grandeur de... Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'Europe, qui est le continent le plus découpé du monde, a commencé à faire affaire avec les Antilles, qui sont peut-être la deuxième partie la plus découpée du monde. C'est plein d'îles. Oui. Alors, les Européens, quand ils ont eu volé tout l'or, ils ont commencé à faire des plantations de canne à sucre, des choses comme ça. Puis là, tout le monde en Europe s'est garroché aux Caraïbes pour s'emparer d'îles. Ce qui fait que ça a été, pendant un siècle, ils ne s'occupaient pas d'Amérique du Nord. C'était plein de forêts avec des guérilleros qui leur tiraient des flèches, qui n'y ont pas été. Puis tout le monde se battait dans les Caraïbes pour avoir des îles à sucre, pour faire du sucre avec des esclaves qui ont fait venir ce qui est entre autres un facteur d'explication du dénouement du traité de Paris et la sécession de l'Amérique. De la Nouvelle-France, finalement, à l'Angleterre, pour garder les îles à sucre, entre autres. Ça, c'est les négociations qui ont eu lieu par après. Et ce que je veux dire, c'est que les Caraïbes, c'est ça qui a créé la richesse. Oui. Pas seulement l'or, tout le sucre qu'il y avait là-bas. Et les Hollandais étaient là, les Anglais, les Français, il y a eu les Espagnols également, les Portugais, à Curaçao, en tout cas des places comme ça. Alors le résultat, c'est que les Caraïbes ont eu une histoire extrêmement complexe de conquête, et c'est ça qui a fait que l'Europe Atlantique, c'est-à-dire les pays de l'Europe Atlantique, ont pris le pas sur la Méditerranée. L'histoire s'est déplacée de l'est de la Méditerranée vers l'océan Atlantique. Et c'est là que la France et l'Angleterre ont commencé, tous les pays, les puissances atlantiques ont commencé à s'intéresser à l'Amérique. Et au bout d'un siècle, là, la France, qui était puissante, a dit, écoute, on va aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord, ça appartient à personne. C'est là qu'ils ont envoyé, comment est-ce qu'il s'appelle, Champlain, mais auparavant, il y avait eu des explorations. Jacques Cartier, mais ça, c'était des explorations. Oui, non, c'est ça. Il était juste venu faire 3-4 petits tours, puis bon, c'était fini. Verrazano, Caboto, il ne s'installait pas. Il Champlain a acheté les bases. Champlain, c'est un grand homme. Il a vu la Nouvelle-France, un pays beaucoup plus grand que la France. Il voyait grand, puis d'ailleurs, c'est arrivé, c'est 3 fois plus grand le Québec que la France. Alors, tout ça pour vous dire que c'est ce qui se passait en Europe, ce qui se passait en Afrique, qui n'était pas intéressant, ce qui se passait en Asie. Ils vendaient des épices, de la soie, qui fait que les Européens sont devenus des puissances maritimes qui ont regardé vers le Québec et l'Amérique du Nord. Et c'est ça qui a créé le Québec, parce que les Français étaient une puissance continentale, c'était la plus grande puissance, ils étaient 7 ou 8 fois plus peuplés que l'Angleterre, il y avait une très bonne marine. Alors, ils ont pu prendre le contrôle de la principale voie d'entrée de l'Amérique du Nord, qui était la vallée du Saint-Laurent, pour aller chercher les fourrures, qui étaient, puis évidemment le poisson. Le poisson était intéressant. La morue. La morue. Puis c'est pour ça que les Français sont venus ici, c'est à cause de ce qui se passait en Europe. Et les Anglais, la même année, 1607, Jamestown a été créé, 1608, Québec. Les deux se sont dit, bon, on va aller chercher, c'est à côté de chez nous. Les Espagnols ne s'intéressent pas à ça. Alors, ils y ont été. Puis c'est ça qui a donné la naissance du Canada français et des États-Unis. Et c'est la chose dont on va parler la prochaine fois. Mais c'est la naissance du Québec a été due à des choses qui se sont passées très, très loin de chez nous, qui ont été basées sur des arguments géopolitiques, parce que le Québec est un pays extrêmement économique, extrêmement riche, naturellement riche, à cause de la vallée du Saint-Laurent, qui est de basse altitude, droite, courte, plate. Et ils se sont installés là parce que c'était pour faire beaucoup d'argent. Exact.
La prochaine fois, on va maintenant parler de ce qui est arrivé encore une fois en Europe. C'est une guerre qui avait impliqué la Prusse, des Allemands, des Autrichiens, de façon indirecte des Turcs, les Français, les Anglais. Tout le monde s'est battu en Europe. Puis c'est ça qui a déclenché la conquête du Québec par les Anglais en 1760. Et par la suite, très peu longtemps après, 16 ans plus tard, l'indépendance des États-Unis. Oui. Peu de temps après, la Révolution française de 1789 et Napoléon. Tout a été imbriqué et le Québec, même si les gens ne s'en rendent pas compte, a eu son histoire qui a été faite tout le long par ce qui se passe à l'étranger. On va parler de ça la prochaine fois. Bien sûr. Vous savez que ça me fait penser un petit peu à bien sûr, René-Marcel Sauvé. Hein? Oui, la géopolitique. N'est-ce pas? Donc, le Québec au carrefour des empires. Monsieur Nantel, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci à tous les auditeurs de nous être fidèles toutes les semaines. J'espère que cette émission vous amène beaucoup de grains en moudre et beaucoup de pistes de réflexion, parce que c'est le but de l'émission Québec d'abord. Alors, en vous remerciant beaucoup, on se voit la semaine prochaine et on continue à vous offrir des sujets très intéressants et tout en profondeur. Bonne soirée tout le monde. Merci. Salut! C'est déjà tout pour notre duo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à leur écrire à studio@radioinfocité.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Par derrière chez ma tante, que votre cotillon branle. Par derrière chez ma tante, que votre cotillon branle. Puis y'a un coq qui chante, Hélène est là. À votre cotillon branle, Hélène est là. À votre cotillon branle. À votre cotillon branle, Hélène est là. À votre cotillon branle, Hélène est là. À votre cotillon branle. Puis dit dans son langage, que votre cotillon branle. Puis dit dans son langage, que votre cotillon branle. Si vous prenez une femme, Hélène est là, à votre cotillon branle, Hélène est là, à votre cotillon branle, à votre cotillon branle.